la première partie qui concerne les matériaux de la planète. Et on va continuer avec ces minéraux. Donc les minéraux, on a déterminé les minéraux, la maille cristalline, les systèmes cristallins. Donc on va essayer maintenant de voir les critères d'identification de ces minéraux. Donc on sait que tous les minéraux possèdent des propriétés physiques qui permettent de les distinguer entre eux, ce qui deviennent des critères d'identification. Et ces critères d'identification, c'est ce que vous allez utiliser lors de vos travaux pratiques pour déterminer ou classer les minéraux. Donc, c'est des critères qui sont physiques. Parmi des propriétés physiques, parmi ces propriétés physiques ou ces critères d'identification, on va voir en premier lieu la forme, la couleur, l'éclat, la densité, le trait, la dureté, le macle, la saveur, l'action aux acides, le magnétisme, et bien sûr, vous allez avoir d'autres critères d'identification que vous pouvez utiliser lors de votre détermination des minéraux, détermination bien sûr macroscopique, c'est-à-dire détermination à l'œil nu. On va commencer avec le premier critère d'identification qui est la forme. Donc la forme cristalline est c'est souvent ce qui donne la valeur esthétique, c'est-à-dire les collectionneurs de minéraux, ils les collectionnent principalement par cette forme qui donne une valeur esthétique au minéral. Donc chaque minéral cristallise dans un système donné qu'on appelle le système cristallin. Et la dernière séance, on a vu les différents systèmes qui sont au nombre de 7. Donc un minéral donné va reproduire toujours les formes régies par ce système. Donc on va voir l'exemple du sel gemme, le chlorure de sodium qui a la forme cubique. On revient toujours à ce minéral, le minéral carbonaté qui est la calcite, du système rhomboédrique. Et là, on a une forme qui est un peu irrégulière. C'est-à-dire le minéral, quand il a commencé à croître, il n'avait pas assez d'espace pour exprimer sa forme de base qui est la maille. Donc, lors de vos déterminations, lors de vos travaux pratiques, vous allez avoir le choix entre, quand vous avez un minéral qui a une forme caractéristique visible qui appartient à l'un de ces systèmes, on dit que la forme elle est automorphe. Par contre, si la forme est quelconque, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir déterminer le système cristallin, à ce moment, on dit que la forme elle est xénomorphe et on passe à un autre critère de détermination. Par exemple, un exemple de forme pour le minéral l'halite, qui cristallise sous la forme cubique, ce qu'on vient de voir, la calcite système rhomboédrique et le quartz qui appartient au système hexagonal. La couleur, donc il y a une grande variété de couleurs pour les minéraux, mais là, c'est un critère qui est loin d'être absolu. Pourquoi ce n'est pas un critère absolu pour la détermination et classification des minéraux? Principalement parce qu'on va avoir des minéraux qui vont se présenter sous différentes formes. On va voir l'exemple ici pour un quartz. On peut trouver un quartz sous forme limpide. On va avoir des quartz sous forme laiteux. Et le cas de la métisse qui est violet ou du cas rouge du jaspe. Donc là, pour un seul minéral, pour le même minéral, on a plusieurs critères. Donc, pour ce minéral, la couleur n'est pas un critère d'identification. Néanmoins, des minéraux, on va voir la même couleur pour plusieurs minéraux. C'est le cas de la chalcopyrite, qui a une couleur qui est jaune doré avec un éclat métallique, pour la chalcopyrite, pour l'or et pour la pyrite. Par contre, pour certains minéraux, la couleur est un critère principal d'identification. C'est le cas de l'azurite, c'est-à-dire pour ce minéral appelé l'azurite, rien que le critère couleur permet de l'identifier ou de le déterminer. Donc la couleur, c'est une couleur bleu-azur, et c'est en se basant sur la couleur qu'on a donné le nom azurite à ce minéral. Donc pour observer la couleur, il faut toujours l'observer sur une cassure fraîche où il n'y a pas d'altération. L'éclat des minéraux, c'est l'aspect qu'offre la surface quand il réfléchit la lumière.
Donc la surface du minéral, quand il va réfléchir la lumière, on va avoir deux catégories d'éclats. On va avoir un éclat métallique, c'est-à-dire il brille comme un métal. C'est le cas de la chalcopyrite, c'est le cas de la galène. Donc c'est un éclat métallique, ça ressemble à du métal, avec une couleur jaune doré pour la pyrite ou chalcopyrite, et gris argenté pour la galène. Et on a le cas où on va avoir un éclat qui est non métallique. Un éclat non métallique, ça ne ressemble pas à du métal. On va avoir un éclat non métallique vitreux, comme du verre. Donc, du verre, le cas du quartz. On va avoir un éclat gras, comme si la surface est induite par la graisse. On va avoir un éclat adamantin qui ressemble à, donc c'est un diamant. Un éclat résineux, comme de la résine. Et on va avoir un éclat soyeux, par exemple, pour le gypse, et un éclat nacré pour le mica blanc, la muscovite. La densité. Donc la densité des minéraux est une propriété qui est mesurable, si vous voulez. Elle est une constante physique qui caractérise un minéral et elle est donnée. Donc beaucoup de minéraux ont une densité qui se situe autour de 2,7 grammes par centimètre cube. C'est-à-dire 2,7 fois plus dense que le même volume d'eau, c'est-à-dire un volume d'eau de 1 cm3. On prend le minéral est 2,7 fois plus dense que ce même volume d'eau. Donc certains minéraux, ils ont une densité relativement faible, c'est le cas du sel. Le sel qui a une densité de 2,1 grammes par centimètre cube. Et on va voir d'autres minéraux qui ont une densité élevée, c'est le cas de la galène, de densité 7,5 grammes par centimètre cube, ou bien sûr le minéral le plus dense, c'est le cas de l'or qui a une densité aux alentours de 19,3 grammes par centimètre cube. Le trait, donc le trait est une propriété qui a trait à la couleur, c'est-à-dire c'est la couleur du trait que quand on va essayer de tracer un trait sur un morceau de porcelaine par le minéral, on va avoir une certaine couleur et on va essayer de voir la couleur de ce trait. Il s'agit en fait de la couleur de la poudre, parce que c'est le minéral qui va s'écraser. Et on va voir deux exemples. Donc c'est le cas de la pyrite qu'on va essayer de tracer un trait sur un morceau de porcelaine, on va avoir une couleur, un trait avec une couleur noire, ou le cas de l'hématite. Quand on va essayer de tracer le trait, on va avoir une couleur brun rougeâtre sur la plaque de porcelaine. La dureté d'un minéral correspond à sa résistance à se laisser rayer. Donc l'outil qu'on va utiliser, on va voir principalement l'angle, une pièce de cuivre, pièce d'acier, et on va utiliser le verre. Donc les minéraux sont trop durs, les minéraux très durs comme le diamant. Donc le diamant, c'est le minéral le plus dur qui a une densité. Donc l'échelle de la densité qu'on appelle l'échelle de Mohs, il va de 1 à 10. Le minéral le plus dur, c'est le diamant avec une dureté de 10. C'est-à-dire ce minéral, il raye le verre et il raye tous les autres minéraux. On va voir l'exemple du talc et du gypse qui ont une dureté très faible. Ce sont des minéraux qui se laissent rayer par l'angle. Et le cas de la calcite, c'est un minéral qui ne se laisse pas rayer par l'angle, mais rayé par du cuivre. La fluorite ou fluorine et l'apatite de dureté 4-5, c'est des minéraux qui sont rayés par de l'acier, mais pas par le cuivre et l'angle. Et vous avez les feldspath potassique, quartz, topaz, corando, bien sûr le diamant. Ce sont des minéraux qui, eux, ils rayent le verre. Les macles. Donc la définition d'une macle, c'est une association de deux ou plusieurs cristaux de même nature et orientés différemment, mais toujours suivant des règles cristallographiques rigoureuses. Donc association de deux ou plusieurs individus. Donc on va distinguer plusieurs types de macles et on va avoir des macles par accolement, des macles par pénétration et des macles par accolement. Le macle par accolement, les macles par pénétration, macles par pénétration et macles multiples. Donc on va traiter chaque type de macle tout seul. Donc les macles par accolement en queue d'aronde et vous avez macles en fer de lance ou en queue des rondelles. C'est le cas du gypse où on va avoir deux cristaux collés l'un à l'autre. C'est une macle
par accolement. Pour le cas du quartz, ici, on parle de macles de Lagardette, on a deux cristaux qui sont collés l'un à l'autre. Macles par pénétration, donc un individu qui va pénétrer dans l'autre, c'est le cas de la macle de Carlsbad, du feldspath potassique, donc macle par pénétration, et c'est le cas aussi de macle sous forme de croix, macle par pénétration, c'est le cas de l'astorotide, donc la macle en croix par pénétration. Donc, c'est le cas de l'astorotide, macle de l'astorotide, et on va voir d'autres exemples. Donc, on a vu là le macle de Carlsbad par pénétration, et on va voir, il y a d'autres macles par pénétration, exemple là, la fluorine, qui appartient au système cristallin cubique, et on voit une interpénétration entre les deux cubes. Donc là, elle est schématisée en jaune, et l'autre cube, elle est schématisée en bleu. Macles multiples. Donc, c'est l'exemple, donc on a plusieurs individus, c'est l'exemple du chrysobéryl et c'est l'exemple de l'aragonite. L'aragonite, quand vous allez l'observer lors de vos travaux pratiques, vous allez voir qu'il a plutôt une forme hexagonale, ou on dit pseudo-hexagonale, alors qu'en principe, l'aragonite, le système cristallin de l'aragonite, elle est orthorhombique. Et pourquoi on a cette forme pseudo-hexagonale? C'est parce qu'on a une macle multiple, c'est-à-dire plusieurs individus collés l'un à l'autre, ce qui donne cette forme on dit une forme pseudo-hexagonale. L'action aux acides, elle est principalement utilisée pour déterminer les minéraux carbonatés, et l'acide qu'on va utiliser, c'est principalement l'acide chlorhydrique à votre niveau. On utilise d'autres acides tels que l'acide acétique, et ainsi de suite. Donc, c'est la réaction chimique qu'on va avoir le minéral lorsqu'on va verser de l'acide dessus. Donc, on va verser de l'acide et on va avoir un dégagement des bulles de gaz carbonique. C'est un phénomène qu'on qualifie d'effervescence. Donc, là, vous avez le cas d'une roche, on verse de l'acide chlorhydrique et on a effervescence, on a réaction. Donc, seulement, la réaction peut avoir réaction pour certains minéraux à froid, tels que la calcite, et on va avoir réaction à chaud pour d'autres minéraux carbonatés, tels que l'aragonite. Donc, pour la réaction des acides, et le cas où on va utiliser l'acide chlorhydrique, on va l'utiliser principalement pour distinguer les minéraux carbonatés des autres minéraux, c'est-à-dire on a une réaction positive, effervescence, c'est un minéral carbonaté. Le magnétisme, c'est-à-dire les minéraux principalement magnétiques, donc ça consiste c'est-à-dire on va utiliser une boussole et on va essayer de passer le minéral à côté. Si l'aiguille de la boussole bouge, ça veut dire que le minéral est magnétique. Et le minéral qui possède ces propriétés magnétiques, c'est principalement la magnésie. La saveur, donc la saveur, c'est un critère qui correspond au goût de certains minéraux, c'est-à-dire on va essayer de toucher le minéral avec notre langue et on va essayer de déterminer le type de goût. Donc soit on va avoir un goût, soit on ne l'a pas. Si on n'a pas de goût, on va passer à un autre critère. Si on a un goût, on va essayer de déterminer le type de goût. Donc le type de goût, si on a un goût amer, c'est de la sylvine. Si on a un goût salé, c'est du sel gemme. Donc tous les deux, c'est des chlorures. Donc quand on va utiliser le critère saveur, on n'a pas de goût, il n'y a pas de goût, on va passer. S'il y a un goût, présence de goût, donc c'est un chlorure. Donc le chlorure, soit c'est un chlorure de potassium, KCl, un goût amer, soit c'est un chlorure de sodium, un goût salé, c'est-à-dire un sel gemme. Et là, on va commencer aujourd'hui par traiter les principaux familles de minéraux, donc les minéraux silicatés. Donc les minéraux silicatés, on sait que la croûte terrestre, elle est formée par des roches qui sont des roches sédimentaires, des roches magmatiques, des roches métamorphiques. Pour avoir une idée sur les minéraux qui sont présents dans cette croûte, donc on va procéder à des analyses chimiques, des analyses géochimiques. On va prendre des échantillons de roches et on va les analyser au laboratoire pour déterminer la composition chimique. Et c'est cette composition chimique qui va nous renseigner après sur les minéraux qui sont présents.
Donc, une analyse chimique de la croûte terrestre qui nous a permis d'obtenir le tableau suivant. Donc, dans le tableau, on va voir, on a l'oxygène, silicium, aluminium, fer, calcium, sodium, potassium, magnésium et d'autres éléments. Et on a la colonne des pourcentages. Ce qu'on retient de ce tableau, c'est que pour l'élément chimique oxygène et silicium, on a une proportion qui est d'environ 75%. Ça veut dire que les deux éléments, oxygène et silicium, à eux seuls, représentent les 3/4 de la composition chimique. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on voit que les deux éléments, silicium, oxygène, comptent pour près des 3/4 de l'ensemble des matériaux. Et donc, il n'est pas surprenant qu'un groupe de minéraux, donc si on a 3/4 de la composition, c'est du silicium et de l'oxygène, ça veut dire que dans la croûte, c'est les minéraux qui contiennent silicium et oxygène qui sont abondants. Donc, c'est des minéraux dont la composition chimique se base sur le silicium et l'oxygène. Donc, ils représentent 75%. Et quand on voit un peu plus loin, dans l'analyse, on va voir qu'en volume, ces minéraux représentent en volume 95%. Donc, il n'est donc pas surprenant que les minéraux qui contiennent ce silicium et oxygène, qu'on va appeler des minéraux silicatés, ils sont nommés silicatés, composent à lui seul 95%, c'est-à-dire les minéraux silicatés représentent en volume 95% de la croûte terrestre. Et la croûte terrestre, bien sûr, on va voir dans la croûte terrestre, il y a des roches magmatiques, des roches métamorphiques et des roches sédimentaires, des roches exogènes. Donc, et les silicatés, on sait que le minéraux silicaté constitue l'essentiel des roches magmatiques et métamorphiques. Donc, les minéraux silicatés, on va les trouver principalement dans les roches magmatiques et métamorphiques, c'est-à-dire dans les roches endogènes. Donc, pourquoi il y a cette abondance en volume? Donc, tout le monde sait que dans la croûte terrestre, ce qui est abondant, c'est les roches magmatiques et métamorphiques, c'est les roches endogènes. Les roches exogènes, qui sont les roches sédimentaires, ne représentent qu'une mince pellicule au sommet de la croûte, ce qui explique l'abondance des minéraux silicatés. Donc, tous les minéraux silicatés possèdent une structure basée sur le silicium et l'oxygène, avec silicium sous la forme Si4+, et l'oxygène O2-. Donc, on va voir un silicium et 4 oxygènes. Ça représente la structure de base des minéraux silicatés. Et ces structures de base, donc la disposition, la forme et la disposition donnent la forme d'un tétraèdre, et on parle de tétraèdre de base. Donc les minéraux silicatés vont se distinguer en plusieurs types. On va voir plusieurs types de minéraux silicatés, et ils sont en nombre de 6. Donc, on va avoir 6 grandes familles. Donc, la première famille, c'est la famille des nésosilicates, les sorosilicates, cyclosilicates, les inosilicates, les phyllosilicates, et la dernière, c'est la famille des pectosilicates. On va essayer de voir de plus près chez ces différentes familles. On va commencer par les nésosilicates. Donc, les nésosilicates, dans les nésosilicates, on va avoir des tétraèdres qui sont liés entre eux par des cations. C'est l'exemple des grenats. C'est-à-dire que les nésosilicates, c'est l'exemple de minéraux de nésosilicates, grenat, péridotite, et les minéraux métamorphiques d'hystène, silimanite, andalosite. Donc, on va avoir le tétraèdre, et pour que le tétraèdre entre en relation, en liaison avec un autre tétraèdre, il faut toujours un cation. Ce qu'on retient de ça, c'est que pour les nésosilicates, les tétraèdres, ils sont libres. Tous les oxygènes, donc chaque tétraèdre possède ces 4 oxygènes, il ne les partage pas avec d'autres tétraèdres. On va passer à la deuxième famille, qui est la famille des sorosilicates. Dans la famille des sorosilicates, les tétraèdres sont unis par paires, avec un atome d'oxygène en commun. Donc nous avons 2 tétraèdres qui sont liés avec un oxygène en commun, et cette paire va constituer la forme ou l'unité de base qui va se répéter. Et bien sûr, une paire va être liée à une autre paire à travers des cations. On va avoir des cations pour former la liaison. L'exemple de sorosilicate, on a comme minéral l'épidote.
Donc, pour ces sorosilicates, chaque tétraèdre, il a un oxygène qui est en commun, et ce qui reste libre, c'est 3 oxygènes. Les cyclosilicates, pour les cyclosilicates, les tétraèdres ils sont en anneau, ça forme un cycle comme le nom l'indique, donc c'est un anneau, et ils cristallisent souvent sous forme prismatique. On va voir des cyclosilicates sur 4 sommets, donc ce sont liés par à d'autres tétraèdres. Donc on va voir là l'exemple d'un cycle à 4 tétraèdres. Donc ce qu'on remarque ici, pour que chaque tétraèdre, il a 2 oxygènes qui sont en commun et 2 oxygènes libres. Et on va voir l'exemple de la tourmaline qui est formée par des anneaux de 3, le béryl des anneaux de 6 pour le béryl. Donc les cyclosilicates, chaque tétraèdre, il a 2 oxygènes en commun et 2 libres. Et le cycle ou l'anneau va être relié avec un autre cycle à travers, donc il y aura entre les oxygènes des tétraèdres, il y aura des cations. Les inosilicates, les tétraèdres sont allongés en chaîne simple, c'est ce qu'on a ici, la forme allongée, et les inosilicates, les minéraux qui appartiennent aux inosilicates, ce sont des minéraux qui ont une forme allongée, tels que les amphiboles, les pyroxènes. Le tétraèdre, quand on remarque ici, on va voir que pour chaque tétraèdre, il y a 2 oxygènes qui sont en commun et 2 libres. Ça forme la chaîne, et la chaîne, elle est reliée à une autre chaîne à travers des cations. Les phyllosilicates, donc les phyllosilicates, c'est des tétraèdres en feuillet. Phyllo, ça veut dire c'est en feuillet. C'est l'exemple des micas, des argiles, qui leur confèrent donc des propriétés absorbantes et plastiques, c'est-à-dire on va avoir de l'absorption aussi bien d'éléments chimiques et d'eau entre les feuillets. Donc là, vous avez les tétraèdres qui vont être reliés les uns aux autres. Là, les tétraèdres reliés les uns aux autres. Donc on va voir que les tétraèdres, ce qu'on voit ici, les tétraèdres ils sont reliés aux uns aux autres et ils forment une couche tétraédrique. Et pour chaque tétraèdre, il a 3 oxygènes en commun et il a un oxygène qui est libre. Et cet oxygène qui est libre, à travers des cations, il va être relié à d'autres tétraèdres. Donc l'ensemble des tétraèdres va s'arranger pour former une couche, et ce qu'on appelle une couche tétraédrique. Et cette couche tétraédrique va être reliée à une autre couche tétraédrique à travers des cations. Et ces cations-là, ils vont avoir 4 oxygènes autour, et ils forment une couche octaédrique, et on va obtenir un feuillet TOT, c'est-à-dire un feuillet de la famille qui va former le minéral phyllosilicaté. Donc c'est un feuillet TOT, c'est-à-dire un feuillet de type 2,1. Et le feuillet, donc vous avez plusieurs feuillets, et bien sûr entre le feuillet, on peut avoir de l'absorption d'ions. Vous avez les cas de potassium ici, on peut avoir l'absorption de l'eau ou d'autres éléments chimiques. La dernière famille, c'est la famille des tectosilicates. Les tétraèdres sont reliés par tous les sommets, donc d'où la dureté supérieure de minéraux appartenant à cette famille, tels que le quartz et le feldspath qui sont durs. Et la dureté, elle est due principalement à ce que les tétraèdres sont reliés entre eux par tous les sommets.